Carabas. Pourriez-vous en quelques mots vous définir, vous présenter, s'il vous plaît? Quelques mots difficiles. Par quoi commencer? Tout simplement, je suis papa de 3 garçons et même grand-père de 2 petites filles qui amènent toute l'humanité et l'amour à ma vie. Et ça commence par ça, par qui on est. Et donc ensuite, c'est une passion absolument immodérée pour la mer, qui m'ont conduit d'ailleurs à être très rapidement, depuis mon plus jeune âge, sur l'eau et aujourd'hui responsable d'une belle association du patrimoine maritime. Bon, professionnellement, parce que j'entends bien que c'est le fond de votre question, je suis cadre A de la fonction publique territoriale et j'exerce dans une ville de 300 000 habitants, pas très loin d'ici. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai été amené à conduire la politique sportive de cette ville avec 2 grands piliers, une jambe appuyée sur le sport de haut niveau, les grands événements comme la Coupe du monde de foot, la Coupe du monde de volley, la Coupe du monde de handball et en 2007 la Coupe du monde de rugby, et une autre jambe fortement appuyée sur le développement du sport dans les quartiers, sur une opération qu'on appelait à l'époque Place au sport, et qui était une volonté très forte d'affirmer que la pratique sportive était une pratique fondamentale dans les grands champs que peuvent être l'égalité d'accès, le bien-être, la santé, pour tous, qu'on soit jeune, senior ou médian. Voilà. Ensuite, ces fonctions m'ont amené à œuvrer aussi dans les cadres de la politique de la ville, sur des notions de laïcité, de sociabilisation, de fraternité. En 2007, Hélène Mandrou, qui venait d'être élue maire de la ville de Montpellier, m'a demandé d'accompagner la création d'une direction qui s'appelait la direction de la démocratie participative et de la vie associative. Donc vous comprenez qu'entre les 2 noms, c'est forcément non pas accompagner, non pas soutenir, mais s'interroger sur la place qu'on peut faire aux acteurs associatifs et aux acteurs citoyens. Voilà, et donc actuellement, là, j'œuvre maintenant dans un grand organisme régional lié au tourisme, où j'essaye de faire émerger ce qu'on appelle aujourd'hui communément le tourisme durable, ou plutôt, je préfère employer le terme de tourisme bienveillant, c'est-à-dire un tourisme qui concilie le respect à la fois du touriste qui ne doit pas être un touriste mais un voyageur qui va à la rencontre d'eux, et ensuite les habitants qui n'ont pas à subir un tourisme, qui doivent au contraire être encore plus riches d'une rencontre où on ne dévisage pas l'autre, mais on l'envisage dans ce qu'il est, dans ce qu'on peut devenir nous, dans nos constructions personnelles. Très bien, alors là j'entends ne pas subir, être acteur, on glisse là aussi tout doucement vers, alors, votre propre définition de la démocratie participative. Question encore plus difficile. Je pense que d'abord ça demande un prérequis. Ça demande un prérequis, alors notamment quand on ambitionne, comme on ambitionne dans cette belle liste, d'arriver un jour aux affaires, ça demande un prérequis qui est un prérequis de transparence et un prérequis d'éthique. Une éthique dans ce qu'on a comme vision de la conduite de l'acte politique et une transparence dans la façon dont on fait de la politique. Et une fois qu'on a ces 2 actions, on peut effectivement créer ce que j'appelle un espace où on trouve à la fois de l'information, de la décision, de l'évaluation, où on retrouve forcément les élus, forcément les techniciens, que sont les fonctionnaires qui sont là. Le terme le dit, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui fait fonctionner. Mais la plus-value majeure, c'est rajouter le 3e pilier au tabouret qui doit être le citoyen éclairé. Alors pourquoi je dis éclairé? C'est pas un citoyen éclairé parce qu'il est informé. Et s'il est informé, s'il est à la connaissance du dossier parce qu'il a eu la possibilité d'acquérir les connaissances techniques, un citoyen éclairé est en mesure d'amener son expertise d'usager, son expertise de la ville, et c'est ce tabouret à 3 pieds qui peut garantir en fait une efficacité, une réelle efficacité dans une action publique à court terme et à long terme. Alors ce tabouret, vous avez bien vérifié sa stabilité dans une action concrète que vous auriez menée et qui vous a marqué? Oui, alors, allez, je vais en donner une symbolique. C'était un aménagement d'une place, donc les collègues de la ville avaient un projet en tête et le collectif de quartier avait un autre projet. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a décidé de faire une votation. C'est-à-dire qu'on a fait sur la place même, on a fait une votation où les habitants du quartier sont venus avec leur carte, soit d'électeurs, soit
du fait qu'ils habitaient le quartier, ils sont venus pour voter pour le projet A ou pour le projet B. Et j'ai le souvenir d'une femme d'un certain âge qui est venue et qui a pleuré quand elle a posé son papier dans l'urne parce qu'elle m'a dit « c'est la première fois qu'on me demande mon avis ». Voilà. Parce que la démocratie, c'est ça aussi. C'est un regard nouveau qu'on pose sur l'ensemble de ses concitoyens. Un autre exemple, bon là, je reviens un peu au sport, mais à la Coupe du Monde de rugby, la commande c'était tout le monde doit s'approprier la Coupe du Monde de rugby. On a réussi à mener des actions à la prison de Villeneuve-des-Béziers. C'est-à-dire que, de Maguelone, c'est-à-dire que, oui, des gens enfermés avaient le droit de s'approprier un événement majeur international mondial qui se passait à 20 km du lieu où ils résidaient. Forcément captifs, forcément obligés, mais en tout cas, on a réussi à mettre une urne et ils ont voté pour avoir des places gratuites. Pas pour eux, mais ils ont pu donner ces places gratuites à des membres de leur famille. Voilà, c'est ça aussi le symbole. Vous savez, c'est Platon qui disait. Il y a beaucoup de domaines où il faut être technicien, un médecin pour s'occuper de médecine, un scientifique pour s'occuper d'astronomie. L'avantage de la politique, le bonheur de la politique, c'est que tout le monde peut avoir un avis sur la politique. Quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition, il peut avoir un avis politique. Et un troisième exemple très rapidement, c'était une grande organisation que nous avions appelée à l'époque le printemps de la démocratie. J'aime bien ce terme, le printemps, parce que c'est novateur, c'est l'été derrière qui sommeille. Et le printemps de la démocratie, c'était une grande tente qui se déplaçait dans les différents quartiers de la ville et où étaient invités les services municipaux qui sortaient de leur sérail de l'hôtel de ville pour venir tous, y compris que ce soit les services scolaires, les services d'état civil, les services d'ingénieurs. Les ingénieurs, vous imaginez, qui imaginent la ville ou qui évaluent la ville, étaient là pour confronter avec les citoyens éventuellement les possibilités qui étaient à mettre en place. Voilà, bon, c'est après des souvenirs, je vais arrêter, ça donnerait trop facile. Alors voilà, on va parler de demain. Demain, l'alternative, Philippe. Ouais. Vous êtes à la mairie de Ouais. Sète. Ouais. Première mesure qui irait dans le sens de ce dont on sent qui vous tient très à cœur, à savoir cette démocratie participative. Bon, donc je ne vais pas revenir sur les conseils de quartier parce que Laurent en a très bien parlé, mais je crois qu'il y a peut-être deux choses qui me viendraient à l'idée. Parmi un, il y a un acte symbolique. Le lieu de la démocratie, en fait, c'est le conseil municipal. Il faut donner la parole aux citoyens au conseil municipal. Ça peut s'organiser qu'à un moment donné, pendant 5, 10, 15 minutes, un citoyen, deux citoyens puissent venir poser une question à l'ensemble des élus qui siègent dans le lieu qui est le lieu de l'expression démocratique symbolique de sa ville. Voilà, il y a peut-être quelque chose à organiser là-dessus. Ensuite, j'ai un rêve. Un rêve qui... c'est à l'image de ce qui s'est fait à Barcelone, de ce qui se fait à Birmingham. C'est ce qu'ils appellent les conseils de la cité, c'est-à-dire des gens qui sont désignés, mais par voie électorale, qui sont soit tirés au sort sur les listes électorales, soit parce qu'ils sont représentatifs de groupes sociaux que peuvent être des enseignants, des chercheurs, des artisans, des commerçants, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, et donc qui constituent un conseil de la cité qui est amené à réfléchir soit à la demande de la municipalité sur des questions de sens, d'évolution de la ville dans son grand... Je vais vous donner un exemple. Le tramway, par exemple. Quand un tramway se construit dans une ville, ça démystifie complètement l'image qu'on peut avoir de la ville. Quand il y a un tramway, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, construire une médiathèque dans le quartier où on est, ou se dire qu'en 2 stations, je peux être dans une médiathèque qui devient aussi un centre de rencontre générale à la ville. Voilà. Et ça, c'est des questions qui peuvent être posées à un conseil de la cité. Et le conseil de la cité peut, lui, se saisir d'une réflexion globale sur des éléments qu'il estimerait d'être de la compétence des citoyens. Et donc, vous savez, à Barcelone, il se passe 1 fois par an. Et ce n'est pas par hasard, ça se fait 1 mois avant l'élaboration du budget de la ville. Le maire de Barcelone vient à l'Assemblée générale du Conseil de la Cité pour écouter. Il ne dit pas un mot. Il ne fait qu'écouter ce que disent les citoyens. Parce que vous savez, la démocratie participative, le premier prérequis, c'est l'écoute. Mais une écoute attentive. Pas une écoute où on veut répondre.
une écoute où on prend en compte. Et donc le maire de Barcelone écoute son conseil de la cité. Et un mois après, dans le budget qui est proposé au conseil municipal, forcément que si on croit à la démocratie, dans les éléments qu'il a entendus, il y a des prises de décision politiques qui ont été prises qui prennent en compte les éléments qui ont été donnés par ce conseil de la cité. C'est ça, c'est les contre-pouvoirs aujourd'hui. C'est aussi un rêve, c'est qu'on soit capable à mi-mandat, par exemple, d'être capable de faire une votation citoyenne pour savoir si le pourquoi on a été élu, on est dans le respect de la prise de décision, du pourquoi nous avons été élus. Et ensuite, pour finir, la troisième grande idée qui me viendrait à dire tout de suite, c'est tout grand programme qui serait proposé en cours de mandat, qui ne serait pas rentré dans notre proposition aujourd'hui en 2020, devrait passer par une votation citoyenne. Voilà, que ce soit l'élaboration d'un grand parking, une entrée est, par exemple, que les Sétois découvrent à mi-mandat. Ils n'ont pas voté pour. Donc, c'est voilà, ce grand type de changement sociétal et d'organisation de vie doit passer à un moment donné. Allez, certains diraient par les fourches aux codines des citoyens. Non, doit passer par le bon sens et par l'intelligence d'usage des citoyens.